Nos débatteurs, Maëlle Aldebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, Loïs de Pamplonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, consultant en relations publiques. Les auditeurs peuvent réagir à tout moment, direct@rcf.fr et direct@radio-notre-dame.com. Et sans plus tarder, Louis, je vous propose qu'on parte en Vendée. Allez, ça fait pas de bruit, mais ça ressemble à des Formule 1 et je dirais même des avions, puisqu'ils volent sur l'eau. Vous savez, vous regardez ces images, vous avez ces fameux foils, ces sortes d'ailes des bateaux qui ont permis peut-être à Charlie Dalin, peut-être, sans doute, certainement même, à Charlie Dalin, de battre le record détenu par Armelle Lecléache. C'était 74 jours, me semble-t-il. On est passé à 64 jours, 9 jours de mieux sur le précédent record. Et c'est Aubéry Métro qui est avec nous de RCF Vendée, c'est ça ? Qui sera avec nous dans une poignée de secondes. Et peut-être avant, faire réagir Maëlle et Loïs. Vous avez peut-être regardé les images ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Loïs de Pamplonne. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu la dernière aventure moderne. Aujourd'hui, ça porte vraiment, je veux dire, comme exemple, vraiment le dépassement de soi et en même temps une certaine idée de rigueur, d'humilité et de travail. Et je trouve que ces images qui sont assez magnifiques avec le lever de soleil, et comme on en parlait tout à l'heure, et cette arrivée en Vendée, on se dit ça peut donner vraiment un exemple aujourd'hui en termes d'espérance à beaucoup de jeunes en se disant si on travaille, si on a cette humilité et cette rigueur, on peut arriver à faire vraiment quelque chose de une aventure et quelque chose de vraiment beau dans sa vie. Et je trouve comme exemple type, c'est quelque chose qui est assez formidable. Et un exemple peut-être aussi de la réussite vendéenne. Après le Puy du Fou, il y a le circuit du Fou, ce Vendée Globe en quelque sorte. Maëlle Aldebert, vous qui êtes passionné de montagne, l'Everest des mers, ça vous parle ? C'est vrai que c'est un travail assez exceptionnel, surtout que faut préciser que le Vendée Globe, à ses débuts, c'était une grande aventure, c'était des marins qui partaient faire le tour du monde. Aujourd'hui, c'est devenu un sport de haut niveau avec des bateaux très performants. Et les 65 jours que Charlie Dalin a passé sur la mer, c'est 64 jours où vraiment il est 24 heures sur 24 mobilisé pour réparer son bateau en permanence, pour avoir la meilleure performance. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je crois d'ailleurs qu'en arrivant, il a dit qu'il avait l'impression que ça avait duré 48 heures, tellement c'était intense. Donc ça, je pense qu'on ne se rend pas compte. L'effort fourni, c'est vraiment impressionnant. Ça vous tenterait ? Moi, j'en ai pas du tout les capacités. Puis, comme vous l'avez dit, je suis plutôt un montagnard et alpiniste, donc je préfère la terre ferme. Et d'ailleurs, j'ai un peu le mal de mer. Donc, c'est peut-être le même degré d'engagement. Vous voyez, il y a un influenceur qui s'est emparé de l'Everest. On a pu parler de lui au moment où son film à succès est sorti. Est-ce que c'est finalement un parallèle qui conviendrait entre justement l'Everest des mers et puis le Vendée Globe ? Allez, je pense qu'il y a un parallélisme qui est vraiment à faire et qui demande un certain degré d'expertise et de passion pour pouvoir faire ça. Mais comme le disait très bien Aldebert, c'est vraiment maintenant devenu des techniciens professionnels. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont gardé quand même un esprit vraiment de la mer et vraiment humble. Et Aubéry Métro va nous faire partager cet esprit de la mer qui est magnifié aujourd'hui. Bonjour Aubéry Métro. Bonjour Louis, bonjour Pierre-Hugues. De RCF Vendée. Alors c'est la revanche de Charlie Dalin ? Oui, c'est la revanche, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, Charlie, elle est gravée dans sa tête, cette date, celle du mercredi 27 janvier 2021. Il avait déjà franchi la ligne d'arrivée en premier, sauf que c'est pas lui qui avait remporté il y a 4 ans le Vendée Globe. C'était Yannick Bestaven, arrivé 3e, mais qui avait bénéficié d'une compensation de temps pour s'être dérouté pour porter assistance à Kevin Escoffier. Il y avait seulement 2h15 qui les séparaient, 2h15, et ils avaient mis 80 jours à faire le tour du monde. Vous l'avez dit cette fois-ci, 74 jours et 19 heures. C'est 9 jours de moins que le record d'Armelle Lecléache de 2017 et c'est quasiment 15 jours de moins qu'il y a 4 ans. Alors cette édition, c'est effectivement l'édition des records aussi parce que la course n'a jamais été autant suivie. Il y avait plus d'1 million de personnes qui sont venues au Sables d'Olonne pour assister au départ et à toutes les festivités qui ont précédé. Et on attend plus de 300 000 personnes cet après-midi sur le bord du chenal des Sables d'Olonne, parce qu'actuellement Charlie Dalin, il a posé l'ancre au large des sables. On le voit depuis la côte, on voit encore cette nuée de bateaux qui est autour de lui, et il va devoir patienter jusqu'à 14h pour pouvoir remonter le chenal. Il y aura alors une vraie liesse populaire, un feu d'artifice pour commencer, ces images mythiques du marin au bout de son IMOCA qui craque des fumigènes, et normalement, si tout va bien, Charlie devrait poser les pieds sur terre enfin aux environs
environ de 14h30, 14h40. La liesse populaire se poursuivra puisqu'il va fendre la foule pour aller jusqu'à cette estrade qui a été installée au-dessus des pontons pour qu'on lui remette son trophée. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra enfin avoir un petit peu de temps avec sa famille et surtout déguster le plat qu'il a choisi puisque son équipe a décidé soit de lui donner une pizza, soit de lui donner de l'Indien. C'est à lui de décider. Aubéry, est-ce qu'il a parlé déjà et éventuellement qu'a-t-il dit ? Oui, c'est ce que disait votre invité. Il a parlé à l'organisation là sur son bateau. On l'a rarement vu aussi rayonnant, Charlie. D'habitude, c'est plutôt un taiseux, un peu comme tous les marins. Et puis, c'est franchement pas le plus expansif de tous les concurrents du Vendée Globe. Mais là, il nous a confié que c'était l'arrivée la plus incroyable qu'il avait vécue. Et c'est vrai que les images sont magnifiques. Cette IMOCA sur le bord des côtes vendéennes avec le soleil levant. Et puis, il la voulait tellement, cette victoire, après la frustration d'il y a 4 ans. Il a aussi dit qu'il aurait rarement pu rêver d'une course parfaite. Et surtout, il a eu ces mots. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Ça fait quand même 65 jours qu'il dort peu, qu'il a connu des conditions, alors certes favorables selon lui, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait les affronter. Et puis on attend maintenant le deuxième, Johan Richomme, qui devrait arriver en fin de journée ou plutôt dans la nuit prochaine. C'est ce qui a rendu aussi cette course absolument formidable et qui a passionné tant de monde, c'est que ça a été serré jusqu'à la fin. Il y a seulement quelques heures qui va séparer les deux marins. Aubéry Métro, une dernière question sur Violette d'Orange, la Benjamine qui a 23 ans quand même. Oui, Violette, elle continue son bonhomme de chemin. Elle a passé le Cap Horn. Elle est en train de remonter le Brésil. Alors, vous parliez des foils, oui, tout à l'heure. Violette, elle n'a pas un bateau à foils. Elle a ce qu'on appelle un bateau à dérive. Effectivement, il n'y a pas les ailes qui vont sur le côté. C'est un bateau qui va un peu moins vite, qui demande un peu moins d'endurance aux marins, parce que c'est ça aussi qui ressort. C'est que ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de bruit. Ils ont été beaucoup chavirés. Violette, elle devrait arriver d'ici 2-3 semaines, normalement, au Sable d'Olonne. Et la préfecture nous a confié qu'elle prévoyait le même dispositif sécurité d'arrivée. On attend là aussi 300 000 personnes, 200 000 personnes pour Violette qui déchaîne les foules et passionne pour ce Vendée Globe. Merci beaucoup Aubéry Métro, RCF Vendée, d'avoir pris quelques minutes ce matin au milieu d'une matinée, on le devine, chargée. Je rappelle Aubéry, le podcast produit par RCF Vendée. Vous avez été voir des navigateurs du Vendée Globe, ça s'appelle Au creux de la vague. Ils racontent notamment leur rapport à la création, leur rapport à la prière, à la foi et peut-être à Dieu en naviguant à travers le monde. Merci Aubéry. Un dernier point peut-être avec nos invités, c'est de dire à quel point cette course souligne aussi le génie industriel français dans le domaine du nautisme, parce que la France est un secteur, connaît un secteur de pointe en la matière, et ces fameux foils, ces ailes, si on regarde la manière dont c'est conçu en carbone, un foil ça coûte 500 000 €, rien qu'un... Voilà, donc ce n'est pas la portée. Et le moindre bateau coûte entre 5 millions, enfin les IMOCA, entre 5 et 7 millions d'euros. Loïs de Pamplonne et Mayol Aldebert. C'est vrai que c'est un sport beaucoup plus cher que l'alpinisme, ça c'est évident. C'est des bateaux assez impressionnants et je crois que la France est spécialiste surtout de courses en voile, en solitaire, davantage que les courses rapides. Et c'est ce qui fait la célébrité aussi des navigateurs français, c'est que c'est des grands aventuriers avant d'être des sportifs, même si effectivement aujourd'hui le sportif doit aussi être ingénieur quelque part pour comprendre son bateau et le réparer. Encore une fois, un bateau c'est un objet tellement complexe qui doit être réparé à toute heure de la journée. En fait, il y a toujours des avaries quelque part et il faut avoir cette connaissance assez intime de la machine aussi. Et au-delà de la machine, moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Alors, je ne suis pas un expert maritime, mais c'est la campagne des vulnérables qui était portée par Advance, avec justement deux bateaux. Et je trouvais ça assez beau d'avoir un message un peu, entre guillemets, politique durant cette course, qui est vraiment de mettre en avant les vulnérabilités. Et ça, c'est vraiment la décision un peu du directeur et du président de cette entreprise, qui était de dire... comment faire prendre conscience aux uns et aux autres que même dans une course ultra technique, même dans une ultra performante, on fait cette communication, cette com au-delà de cette communication avec ces belles voiles vulnérabilités, c'est comment mettre en avant et faire prendre conscience aux gens, amener la discussion sur ces vulnérabilités. Et je trouvais comme idée du message politique qu'on a déjà vu avec Entourage il y a quelques temps également, utiliser cette course pour faire passer des messages forts au niveau mondial.
mondiale. Je trouve ça assez intéressant. Dernière réflexion, si on croise un peu mer et montagne, la montagne est confrontée à aussi une performance extrême. On voit l'Ultra Trail, par exemple, du Mont Blanc, qui est aussi l'objet de critiques parce que c'est une manière de dévorer la nature, de l'exploiter aussi peut-être aussi de la piétiner. Est-ce qu'il y a des éléments à faire partager là-dessus? Est-ce que mer et montagne se ressemblent là-dessus? Est-ce que la mer est encore épargnée dans son image par ce qui semble dégrader aussi un petit peu l'image de la montagne? Maïa Aldebert. Je pense que, alors je connais moins le monde de la mer, mais effectivement il y a un aspect performance et consommation. En tout cas en montagne c'est très clair, hein, au niveau du matériel, au niveau de la vitesse. Aujourd'hui tous les sommets ont été gravis. Il ne reste plus grand chose à faire si ce n'est de battre des records de vitesse ou d'enchaînement d'ailleurs. Souvent aujourd'hui les grands alpinistes se mesurent à des défis pour enchaîner les sommets dans les massifs. Et effectivement la vitesse en fait enlève l'aspect aventure et surtout l'aspect contemplation, parce que la contemplation en fait la poésie en fait. Exactement, la poésie elle arrive quand on prend le temps par la marche de regarder autour de soi et de pas simplement courir ou voyager comme une valise. Il y a deux écoles, hein, la Loïs, hein, vous qui aimez aussi marcher. C'est tout à fait, c'est très juste. C'est cette notion de prendre le temps, cette notion de s'arrêter, de contempler, qui a un peu disparu des radars. Et c'est vrai que cette consommation un peu à la surperformance, et ça peut être un peu la critique qu'on pourrait faire de la transformation de différentes courses, que ce soit en mer ou dans les montagnes. C'est voilà, à des moments comment l'homme peut se retrouver face à la nature pour la contempler, et puis du coup pour potentiellement s'ouvrir aussi vers le plus grand. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et je pense que cette surperformance qui est demandée en permanence peut casser cette relation entre l'homme et la nature. C'est un pays où il y a la mer et la montagne également, et dont on va parler aujourd'hui. C'est le Liban, bien sûr, avec, vous avez, là on passe à un chapitre politique et politique internationale qui était évidemment aussi prévu, ainsi que le Vendée Globe, mais qui nous amène à des considérations que nous avons plus l'habitude de traiter avec la nomination donc d'un nouveau Premier ministre au Liban, Nawaf Salam. Un espoir de changement se lève, a indiqué Emmanuel Macron, qui l'a félicité. Donc nouveau Premier ministre du Liban, qui va donc épauler Joseph Aoun, nouveau président du Liban, qui est plutôt de culture anglophone et qui a le soutien des États-Unis. Vous qui avez bien connu et qui connaissez bien la région, Loïs de Pamplonne, est-ce que cela peut augurer d'un redressement de l'économie de ce Liban qui est aujourd'hui exposé à tant de tourments? Alors, avant d'évoquer peut-être l'après, c'est vrai que revenir sur ces dénominations qui sont extrêmement positives pour le Liban, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas de président. Là, aujourd'hui, on a deux figures, le président et un Premier ministre, qui ne sont pas dans les petites tambouilles politiciennes et qui ne font pas partie de la nomenclatura qu'on a vu depuis un certain nombre d'années se partager le pouvoir. Donc, c'est un signe d'espérance quand on sait que le Liban était totalement sclérosé par des guerres d'appareils et des guerres de partis. Maintenant, si on regarde la deuxième partie, la mise en œuvre de la feuille de route qui a été évoquée par le président la semaine dernière, quand il évoque les 3 points principaux qui vont être que l'État libanais mette fin à l'occupation d'Israël au sud Liban, qui mette fin également à l'ensemble des nouvelles agressions, mais on insiste toujours c'est l'État libanais. Et troisième point que je note, qui est quand même de revenir à l'état de droit sur la détention des armes. On voit très bien que là, c'est 3 enjeux majeurs pour le Liban. Comment il va arriver à mettre ça en place tout en gardant l'entente nationale qu'il a réussi à créer autour de son nom et autour de son Premier ministre. Là, le challenge, il est énorme quand on connaît la société libanaise, comment elle est fracturée, comment elle est divisée, et avec évidemment un certain nombre de députés du Hezbollah et autres qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas voté pour Michel Aoun, mais qui ont laissé faire, mais qui Joseph demain, Aoun. de Joseph Aoun, pardon. Mais demain, que vont-ils faire pour dans ces perspectives-là et dans cette nouvelle feuille de route? Maïa Aldebert. Effectivement, il y a un espoir, un deuxième espoir, je dirais, parce que alors ce qu'on dit pas assez, c'est que moi j'étais au Liban en octobre là, et en fait la guerre a été un premier espoir en fait, malgré le drame humanitaire que ça a été. Beaucoup de rancœur avait été accumulée contre le Hezbollah de toutes les parties, et la guerre en fait a suscité un espoir quelque part, dans le sens où le Hezbollah était affaibli, et il faut vraiment rappeler que le Hezbollah a phagocyté l'État libanais depuis une vingtaine d'années, et la rancœur accumulée
de l'explosion du port de Beyrouth, de la crise économique, des assassinats politiques depuis 20 ans, a suscité effectivement un espoir de changement. Et cette nomination du président, c'est la concrétisation de cet espoir. C'est un deuxième espoir. Après, il faudra savoir qu'est-ce qu'il pourra faire, qu'est-ce qu'il va réussir à faire, est-ce qu'il en a les outils. Joseph Aoun, il est souvent comparé à un ancien président libanais qui s'appelle Fouad Chehab, qui a été un grand réformateur avant la guerre civile, qui a réussi à instaurer un dialogue entre les communautés et à entreprendre des grandes réformes de modernisation. La seule différence, c'est que depuis la fin de la guerre civile, le système présidentiel a été réformé et aujourd'hui, le président de la République a beaucoup moins de pouvoir. Le pouvoir est exécuté de manière collégiale dans le Conseil des ministres. Donc tout va dépendre aussi de la composition de ce nouveau gouvernement. La question des réfugiés, des rapports avec la Syrie se pose avec acuité. Loïs de Pamplonne, Mayol de Bert. C'est vrai que le rapport entre les Libanais et les réfugiés syriens est une longue histoire, une histoire complexe, une histoire entre le grand frère syrien et le grand Liban. Un certain nombre de réfugiés syriens sont rentrés en Syrie après la chute de Bachar el-Assad, mais il en reste encore plusieurs milliers au Liban. J'ai envie de dire, ça fait partie de ces multiples choses à régler et à travailler. Il y a ces réfugiés, avec tous les problèmes de sécurité qu'il y a derrière, mais également, comme le disait Albert, le problème de tout ce qui est financier, la restructuration du secteur financier qui est majeur aujourd'hui avec un Liban qui est en faillite. Il y a l'indépendance de la justice qui est aussi extrêmement un vrai sujet. La faiblesse de l'armée libanaise, parce qu'on met beaucoup en avant que c'est un général et que il apporte un certain nombre de choses au niveau de l'armée libanaise, mais on le voit bien aujourd'hui, entre les liens avec l'armée israélienne, la FINUL et le Hezbollah, l'armée libanaise est prise souvent en étau. Sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Alors aujourd'hui, dire l'État libanais, l'armée libanaise va reprendre le sud Liban avec le retrait israélien, la réalité concrète, on attend de voir comment il va pouvoir le faire. Pour peu que les membres du Hezbollah soient désarmés et intégrés à l'armée libanaise, ce serait quand même le scénario idéal pour le président. Le débat du jour qui continue. Là, on est déjà là demi. Eh bien oui, ça passe vite. Déjà 9h30, Louis Defresne, vous voyez. C'est comme l'IMOCA de Charlie Mayol et Loïs de Pamplonne ce matin. Le débat du jour. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Depuis le 1er janvier 2025, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, le DPE, diagnostic de performance énergétique, devient plus exigeant pour les propriétaires. Les logements classés G sont interdits à la location dans le cadre de nouveaux contrats. Une mesure écologique, mais pas si simple à comprendre et à appliquer pour beaucoup. On fait le point ce mardi, dès 10h, dans Je pense donc j'agis. Le passé regorge d'événements qui ont façonné notre monde. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités analysent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions du passé sur notre quotidien. Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame, chaque mardi à 20h et le dimanche à 14h30. Bonjour, je suis Victor Vielfaux, engagé pour la protection de l'enfance. En 2025, l'Union pour l'enfance apporte à 800 enfants placés l'amour, le soin et la sécurité d'une famille d'accueil. Et si vous nous aidiez à transformer l'itinéraire de vie de ces enfants ? Appelez-moi au 06 03 02 19 45 ou faites un don sur unionpourlenfance.com. Ensemble, nous sommes la communauté éducative de l'Union pour l'enfance. Avant de retrouver nos débatteurs Mayol Aldebert et Loïs de Pamplonne pour continuer d'évoquer le Liban, on fait un point sur l'information. Et c'est avec vous, Cécile Mérieux. Au Vendée Globe, la ligne d'arrivée a été franchie. C'était ce matin à l'aube et c'est une belle revanche pour Charlie Dalin. Après avoir terminé deuxième en 2021, le Normand de 40 ans a remporté ce matin son premier Vendée Globe. Un périple exemplaire de 64 jours et 19 heures. Nouveau record pour cette épreuve. Son premier poursuivant, Johan Richaume, devrait arriver dans la soirée.
Grand jour aussi pour François Bayrou. Le Premier ministre prononce cet après-midi 15h sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il est attendu au tournant par les parlementaires. L'équation est délicate pour le Premier ministre, engagé dans des tractations avec la gauche non mélenchoniste, sans pour autant braquer ses alliés LR et même macronistes, qui haussent le ton face à un possible retour en arrière sur les retraites. À l'Assemblée toujours, les députés ont poursuivi hier l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Jugé insuffisant par beaucoup, le texte devrait être adopté sans difficulté. Pourtant, mise de côté dans ce premier texte du gouvernement de François Bayrou, la question migratoire a percé dans les débats. Le sujet est remis à plus tard dans une loi programme annoncée par le gouvernement dans les 2 prochains mois. Deux nouvelles révélations accablantes sur l'abbé Pierre. 9 nouvelles accusations de violences sexuelles visent le prêtre fondateur de la communauté d'Emmaüs, décédé en 2007, ce qui porte à 33 le nombre de témoignages contre le prêtre, selon le dernier rapport du cabinet spécialisé à EGAE, publié hier. Parmi ces accusations, un viol sur mineur et des faits concernant au moins un membre de sa famille. Los Angeles n'en a pas fini avec les feux. Voilà près d'une semaine que les collines brûlent. Les vents forts attisent les flammes et risquent de provoquer de nouveaux départs de feu. La deuxième ville la plus peuplée des États-Unis compte 24 personnes décédées selon les autorités. Merci beaucoup Cécile Mérieux pour les informations. On vous retrouve à 10h pour le prochain rappel des titres. Et tout de suite, on continue le débat du jour et Louis Dauphren, on continue évidemment avec le Liban. Oui, on va continuer sur le Liban parce que, comme on le disait tout à l'heure, un espoir de changement se lève, ainsi qu'Emmanuel Macron l'a signifié en parlant de la nomination de Nawaf Salam, Premier ministre du Liban, diplomate de 71 ans, qui était jusqu'à présent président de la Cour internationale de La Haye. Ce que signifie donc cette nomination et peut-être le virage que va peut-être prendre le Liban. Mayol Aldebert, Loïs de Pamplonne. Mayol. Écoutez, comme on disait tout à l'heure, c'est un autre espoir à nouveau après la guerre qui a bouleversé l'équilibre politique. On a parlé aussi des équilibres politiques dans la région et notamment du changement de régime à Damas. C'est vrai qu'il y a un dicton au Liban qui dit que quand on éternue à Damas, le Liban s'enrhume. Donc ça, effectivement, ça affaiblit encore considérablement le Hezbollah. Et puis, on le disait aussi un peu tout à l'heure, il y a vraiment une rancœur contre le Hezbollah qui s'est développée depuis une vingtaine d'années, alors même qu'en 2006, à la sortie de la guerre, c'était le grand vainqueur, il avait une grande popularité au-delà même de la communauté chiite. Aujourd'hui... pour avoir tenu tête à l'armée israélienne. Exactement. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de colère, et même le parti chrétien de Michel Aoun, qui est allié traditionnellement avec le Hezbollah, perd en vitesse, et beaucoup de ses sympathisants sont partis. Quand j'étais à Beyrouth là en octobre, il y a même des sympathisants dans la rue qui me disaient que le Hezbollah, finalement, ils avaient cette formule-là, était un cancer, et que Israël était une sorte de chimiothérapie, et que s'il y avait un cessez-le-feu trop tôt, ça allait servir à rien. Donc c'est assez fort, et évidemment il n'y a pas ce discours au niveau politique, parce que les politiques sont quand même conscients des tensions qu'il y a dans le pays. Il y a une guerre civile, donc au niveau politique c'est un discours qu'on ne retrouve pas, mais dans la population il y a vraiment cette rancœur qui a d'ailleurs pesé dans l'élection du nouveau président, parce que le Hezbollah, en état de faiblesse, a été contraint de voter, notamment sous la pression aussi internationale de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, a été obligé de voter pour l'élection de Joseph Aoun. Quand vous étiez au Liban au mois d'octobre, Mayol Aldebert, que vous disaient aussi les gens dans la rue, peut-être en particulier les populations chrétiennes aussi? Alors c'est très variable, parce que les populations chrétiennes sont réparties. Donc à Beyrouth, il y a une très forte intensité de population chrétienne, et notamment dans la partie nord, dans les montagnes. Et puis après, il y a les populations chrétiennes qui sont dans les villages, qui sont au milieu des régions chiites, dans le sud Liban, et puis dans la plaine de la Bekaa, où là, effectivement, c'est plus difficile d'être critique et d'avoir des positions politiques, puisque... hostile au Hezbollah. Hostile au Hezbollah, oui, bien sûr. Mais effectivement, il y a quand même une détresse et une volonté de reconstruire. Ce qui prime, c'est vraiment cette volonté de reconstruire un État fort qui était complètement phagocyté par le parti chiite.
Est-ce que ça ouvre... Loïs de Pamplonne, je vous pose la question aussi comme ça, hein, c'est vraiment un point d'interrogation. Il avait été question à un moment que le pape se rende au Liban, hein, c'était dans les rumeurs. Voilà. Peut-être que l'occasion maintenant sera plus propice. Alors, c'est vrai que le pape François aime bien surprendre, donc il pourrait, après avoir fait l'Irak, pourrait faire un petit pied de nez en se rendant au Liban. Maintenant, la situation sur le terrain est quand même encore très mouvante. Hein, il y a ce cessez-le-feu des 60 jours où normalement l'armée israélienne doit se retirer du sud Liban pour laisser la place à l'armée libanaise. Aujourd'hui, on voit mal comment ces délais vont être tenus, puisque l'armée israélienne prend une large part, a assez peu confiance, et les retraits qu'elles font aujourd'hui sont vraiment au compte-gouttes. Donc on voit mal comment ces délais vont être tenus, avec une possibilité, si ces délais ne sont pas tenus, que le Hezbollah, qui n'est pas totalement disparu de la circulation. Dans le sud Liban, il y a encore un certain nombre de caches qui sont découverts régulièrement avec des armes. Donc il y a encore un Hezbollah qui est là, beaucoup moins représenté au niveau politique, mais extrêmement présent sur le terrain dans certaines zones, même s'il est décrédibilisé. Après, il faut faire attention à ne pas oublier que la critique aujourd'hui au Liban est totalement focus sur le Hezbollah, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une classe politique corrompue qui est aux affaires depuis certains 30, 40, 50 ans, qui tient les affaires. Enfin, moi, cette image de Walid Jumblat, le responsable des représentants des Druzes, qui était à Damas justement pour voir le nouveau président du HTS qui a mis fin au régime de Bachar al-Assad, est assez symptomatique. On voit quelqu'un qui était une des têtes de pont durant la guerre libanaise, qui aujourd'hui continue à gérer ses communautés. Donc il y a encore des grands barons qui tiennent encore le système, qui sont encore là. Aujourd'hui, la population libanaise est focus sur le Hezbollah en disant voilà, après le Hezbollah, ça va être mieux. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des communautés sont encore régies par ces grands barons qui sont encore là et qui peuvent, enfin voilà, est-ce qu'ils vont laisser le général Aoun, son premier ministre Nawaf Salam à ouvrir, ou est-ce qu'ils vont encore scléroser le système? Il ne faut pas oublier qu'après l'explosion du port de Beyrouth, tout le monde avait pensé que ça allait changer, et donc quand le président Macron était venu sur place, il avait porté des messages assez forts, et puis la réalité libanaise avait rattrapé les choses, et on avait eu des propos extrêmement durs, soit du président français ou de la communauté internationale, c'est-à-dire, en fait, le Liban s'enfonce et les têtes d'affiche passaient plus de temps à s'entretuer entre eux plutôt qu'à essayer de trouver des solutions. Il y a des pesanteurs et donc il ne faut pas s'emballer trop tôt. Que pensez-vous en fait du rapport que le nouveau régime syrien peut entretenir avec les minorités? Est-ce que vous lui faites confiance? Vous lui donnez des gages? Vous attendez de voir? Alors moi, j'ai encore pas mal de contacts en Syrie et encore dernièrement avec un certain nombre d'évêques ou de prêtres, aujourd'hui qui étaient assez dans l'attente, on va dire, avec l'arrivée, qui même était plutôt très négative au moment de l'arrivée de ces islamistes. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de risque qui a été avéré pour les chrétiens, mis à part peut-être des éléments qui sont mis en avant de certains miliciens à un checkpoint qui vont avoir un comportement un peu rude ou qui vont avoir des propos totalement condamnables. La majorité des cas, que ce soit Homs, que ce soit Alep, que ce soit Damas, aujourd'hui les écoles chrétiennes sont réouvertes, les cloches sonnent, les messes peuvent être dites. Donc aujourd'hui, la réalité pour les communautés chrétiennes, si on fait un focus sur ces communautés-là, elle est qu'elles peuvent continuer à vivre. Maintenant, à voir sur le temps long, je pense que c'est important que la communauté internationale suive de près ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que forcément, comme en politique, il y a tellement de courants différents dans ce mouvement islamiste qui a pris le pouvoir à Damas, qu'il va falloir qu'ils donnent des gages aussi à ces extrêmes. Il y a un certain nombre de djihadistes étrangers qui sont extrêmement durs, dont certains Français. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Ça, c'est un point d'attention à avoir. Mais aujourd'hui, sur le terrain, moi, tous les échos que j'ai sont plutôt positifs. La levée des sanctions contre la Syrie est un élément déterminant pour que les réfugiés puissent revenir, que les Syriens puissent revenir chez eux. Il y a quand même un tiers de la population qui a fui, quasiment. C'est ça, et c'est un élément extrêmement important, surtout pour la Turquie, justement, de dire... À partir du moment où les sanctions se lèvent, la Syrie va pouvoir être reconstruite, mais là aussi la communauté internationale prend du temps parce qu'il faut que le nouveau pouvoir à Damas donne des gages. Quelle est la place de la France dans le dispositif? On se souvient des paroles extrêmement engagées d'Emmanuel Macron, et vous les rappeliez à l'instant, Loïs de Pamplonne. Mais est-ce qu'aujourd'hui la France arrive toujours à jouer son rôle diplomatique, peut-être humanitaire?
Alors, diplomatique, on a fait partie des premières, des premiers diplomates à repartir à Damas pour mettre le drapeau français sur la résidence qui avait été fermée par Eric Chevalier au moment il y a une dizaine d'années, au moment du début des émeutes de la guerre civile. Donc, niveau diplomatique, on voit que la France, avec le ministre des Affaires étrangères qui est arrivé sur place la semaine dernière et qui a passé du temps à voir un certain nombre d'acteurs de la société civile et politique. Donc, la France essaie de revenir sur le jeu politique, sur le jeu diplomatique. Sur le jeu humanitaire, la France est toujours très présente en Syrie. Il y a beaucoup d'ONG qui sont extrêmement présentes, qui étaient beaucoup bloquées au début parce que dans la zone régime, il fallait être reconnu par Damas et beaucoup d'ONG ne voulaient pas justement avoir le stempel de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, ces ONG retournent sur place. Mayol Aldebert, sur ce point ? Oui, c'est vrai que la France déploie des grands efforts pour revenir sur la scène diplomatique et notamment au Liban sur l'accord de cessez-le-feu. C'est beaucoup les États-Unis qui ont joué, mais la France a beaucoup insisté pour que l'accord soit annoncé à Paris. Donc c'est effectivement la France essaie de garder et de défendre cette position historique de proximité avec le Liban. Mais on voit bien quand même, depuis notamment le déplacement d'Emmanuel Macron après l'explosion du port de Beyrouth, qu'elle perd en influence sur la scène politique libanaise. Mayol Aldebert, Héloïse de Pamplonne, je vous propose à présent de parler de ces prisons de haute sécurité, ce Guantanamo à la française, de nombreux inconnus derrière l'isolement des 100 plus gros narcotrafiquants. C'est un petit peu un mot, non pas qu'il n'existait pas bien sûr, mais c'est un mot qui est quand même entré dans le vocabulaire, j'allais dire courant, le narcotrafic, et puis l'extension de ce narcotrafic à des régions qui l'ignoraient, qui ne le connaissaient pas, en particulier ce qu'on appelle les périphéries, la province, les territoires, comme on dit aujourd'hui. Et donc, cette initiative du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, d'isoler d'ici à l'été les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison de haute sécurité, suscite beaucoup d'interrogations. Pour l'heure, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont filtré sur le contenu de cette liste, ni même sur les critères de discrimination pour isoler ces profils, Mayol Aldebert. Alors oui, c'est vrai. D'abord, il faut rappeler qu'on parle de Guantanamo à la française. C'est une expression qui avait été utilisée par Éric Ciotti lors de la primaire en 2022, quand il s'est présenté pour la primaire des Républicains à l'élection présidentielle. En réalité, la proposition de Gérald Darmanin, elle est assez éloignée. Guantanamo, c'est la prison américaine qui a été construite en 2002 au sud de Cuba. Pendant la guerre que les États-Unis ont menée contre le terrorisme après l'attentat du 11 septembre. Et ils ont construit cette prison pour s'affranchir du droit de la guerre et des conventions de Genève, considérant que la lutte contre le terrorisme et contre les terroristes se faisait en dehors de ce cadre. Donc les quelques, je crois, 800 prisonniers qui ont été internés là-bas n'ont jamais été inculpés. Donc c'est une situation pour laquelle les États-Unis subissent encore énormément de critiques, notamment de leurs adversaires. C'est une erreur de langage, donc, de parler de Guantanamo. Oui, complètement. Sur la proposition de Gérald Darmanin, on peut évidemment, c'est pas un Guantanamo à la française. C'est une mesure en fait qui est plébiscitée par tous les syndicats pénitentiaires depuis de nombreuses années pour en fait alléger la charge dans chaque prison des quartiers de haute sécurité. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? En fait, en 1982, Robert Badinter supprime ces quartiers de haute sécurité pour des questions humanitaires. Et c'est vrai que c'est aussi pour des raisons proprement économiques, parce qu'en fait, construire une prison de haute sécurité avec un brouillage des téléphones portables, avec des drones, avec des mesures contre la corruption des gardiens, c'est aussi beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, avec la surpopulation carcérale qui est à 120 ou 130%, effectivement, les gouvernements précédents ont jugé que c'était pas une bonne piste à suivre. Et précédemment, les ministres de la Justice, notamment Didier Migaud, n'étaient pas du tout dans cette logique sécuritaire. Alors, il faut préciser quand même, peut-être que ça relativise un petit peu ce projet, mais l'idée n'est pas de construire une nouvelle prison, c'est de faire avec le parc existant. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin lors d'un déplacement à la cour d'appel de Douai. Il n'a pas précisé quel serait l'établissement qui serait donc choisi, indiquant seulement qu'il en avait 2 en tête pour l'instant. On ne sait pas exactement. Les centres pénitentiaires qui pourraient correspondre seraient ceux de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, celui de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, qui sont les plus sécurisés de France, Loïs de Pamplonne. Alors, pour reprendre l'idée un peu qui avait été évoquée, je suis tout à fait d'accord sur le terme de Guantanamo, mais pour reprendre
le parallèle de l'idée d'Éric Ciotti qui est repris par Gérald Darmanin sur la lutte, faire le parallélisme entre la lutte contre la drogue et la lutte contre le terrorisme. Et c'est là où je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire la violence, l'argent qui est dans ces zones-là est tellement important qu'il faut des mesures particulières et se mettre au niveau pour pouvoir y répondre. Alors voilà, évidemment, l'idée, c'est comme le disait Louis, l'idée c'est pas de créer une nouvelle structure, c'est d'utiliser une structure, mais peut-être avec des moyens particuliers. Et pour cela, la France doit se doter d'armes judiciaires ou d'armes administratives spécifiques. Et cette prison pourrait être un lieu, justement, où il y a un certain nombre de mesures qu'on ne prend pas dans les autres prisons. Alors, on a parlé beaucoup du brouillage, mais par exemple, c'est vrai que on a un peu évoqué l'idée de la corruption, mais je pense que ça, c'est un vrai sujet. La corruption aujourd'hui des agents, la corruption qui est extrêmement massive et extrêmement violente. Beaucoup de syndicats vous expliquent que vous avez des professionnels en face de vous qui voient beaucoup d'agents passer et qui peuvent mettre en place un système de corruption par de l'argent, mais aussi par une grosse pression sur les familles des agents pénitentiaires. Les menaces, tout simplement. Exactement. Et les menaces et la corruption allant de pair. Et donc souvent, vous avez des gens qui tombent là-dedans. Quelles mesures on peut prendre contre ça ? Parce qu'à part mieux payer les agents pénitentiaires, on n'a pas l'impression... Et alors même que c'est illimité, on pourra toujours plus les payer ou on devra toujours plus les payer. Quelle solution on peut adopter ? Alors, on évoque beaucoup l'anonymisation. Et c'est pour ça que faire une prison spécifique, ce qui permettrait à des agents, peut-être avec un turnover peut-être plus important au niveau des agents, pour éviter qu'ils entrent dans une relation à long terme avec les prisonniers. L'anonymisation pour éviter justement que les personnes puissent être suivies, puissent être référencées par les cartels ou par les différentes filières. Ça me paraît extrêmement important à mettre en place. Mais c'est un vrai sujet en effet aujourd'hui. Et je pense qu'on ne parle pas assez de cette corruption qui est diffuse et qui se développe de plus en plus en France. Il y a eu des initiatives par le passé qui n'étaient pas forcément très heureuses, en tout cas qui n'ont pas réussi, je pense, au centre de déradicalisation. Vous savez, à un moment, on avait créé des centres fermés qui ont fermé, je crois, justement, ces centres ont fermé de mémoire, ça doit être en 2017. Et où le dernier centre a dû fermer, ça a coûté très cher et l'initiative, finalement, n'a pas été poursuivie. Y a-t-il ce risque-là où on est tout à fait dans un autre domaine ? Et là, il n'y a pas de risque que cette initiative connaisse un échec. Pour moi, je dirais que c'est un autre domaine parce que sur la déradicalisation, on est vraiment sur l'idéologie et les personnes qu'on a missionnées pour ça, pour une large part, étaient absolument pas au niveau. Et n'avaient pas du tout cette culture et cette culture qui est extrêmement compliquée. Je l'ai bien pu voir en Irak, c'est quelqu'un qui a été radicalisé, qui a été formé, arriver à le déradicaliser, c'est extrêmement dur. C'est possible. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez déjà vu des cas ? C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Ça va être soit la personne comprend avec le recul que ce qu'elle a fait, que ce qu'elle a vu n'était pas normal, et du coup réagit de manière différente. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas dire. Je prends quelqu'un, il y a une formation PowerPoint pendant 3 semaines, et à la fin, il ressort déradicalisé. Ça se passe pas comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'on a fait preuve un peu de naïveté sur ce sujet-là, et parce qu'il y a eu des gens qui ont vendu des formations, qui ont vendu des systèmes et des process qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire qu'il y a certains qui, par opportunisme, ont bénéficié de cette volonté du gouvernement de déradicaliser certains détenus ? Pas forcément... Alors, je sais... moi, dans ce que j'ai pu voir et entendre sur certaines de ces formations-là, c'est que clairement, quelqu'un qui connaissait bien les sujets pouvait naturellement se dire que c'était pas opportun, et que ça n'allait pas amener de changement radical. C'est vrai que il faut aussi spécifier que l'idée de Gérald Darmanin, c'est de reprendre, on l'a dit, des établissements déjà existants, de les vider de leurs prisonniers et puis de les transformer en établissements de haute sécurité. Donc je ne pense pas que ce soit un changement... Il n'y a pas de pédagogie en fait derrière particulière, ce que supposerait le centre de déradicalisation. Voilà, si ce n'est effectivement la formation des agents et puis toutes les mesures sécuritaires qu'il y a autour. Est-ce que c'est un coup de com' de la part de Gérald Darmanin un petit peu, si ça ne nécessite pas non plus un gros engagement long terme, c'est aussi l'occasion pour lui de réapparaître sur le devant de la scène avec une mesure forte qui frappe les esprits. Rivaliser avec Bruno Retailleau par exemple. Moi je pense que c'est un coup de communication, effectivement. Alors il a pas utilisé le terme de Guantanamo, je pense que c'était trop dangereux politiquement. Mais effectivement il y a cette volonté alors de rivalité, je sais pas, ou de tandem avec Bruno Retailleau.
C'est un coup de com' pour effectivement sortir un peu du lot juste avant le discours de politique générale. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que, à mon sens, la proposition la plus importante en la matière, c'est le discours qu'a fait le procureur général de la Cour de cassation pour la rentrée de la Cour de cassation, qui plaide pour la création d'un parquet spécifique contre la grande criminalité. C'est assez rare qu'un magistrat de son envergure se dévoile et propose directement. Alors, il a fait ce discours-là devant le Premier ministre, devant Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. Donc, c'est assez éloquent. Là, pour le coup, c'est vraiment un changement de culture. Est-ce que François Bayrou, cet après-midi, lors de son discours de politique générale, pourrait prendre le risque de reprendre cette idée de cette prison d'élite pour les quelques narcotrafiquants les plus importants de France, parce que vis-à-vis de sa gauche qu'il doit soigner, cela pourrait paraître comme un risque important? Maïeul Aldebert, Loïs de Pamplonne. Je pense que si on prend un peu de la politique française, je pense que sur un sujet aussi entre guillemets technique et opérationnel, je pense qu'il ne prendra pas le parti de le mentionner dans son discours de politique générale. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On le voit, beaucoup de personnalités de gauche, particulièrement du Parti socialiste, se sont positionnées contre cette mesure. On a vu très vite les gens dire comment on va classer les 100 premiers délinquants, quelles sont les prisons. On entre tout de suite dans l'aspect opérationnel. Mais je pense que l'énorme avantage qu'a cette mesure dans la perspective, dans le prolongement des annonces de Bruno Retailleau et au-delà des annonces du risque du narcotrafic qui est bien présent en France, c'est de mettre ce sujet sur la table, et qu'aujourd'hui, maintenant, en France, je pense que tout le monde, et ça c'est un vrai sujet, parce que Louis, vous parliez des territoires, c'est un sujet également partout en France. On se retrouve aujourd'hui, comme vous voyez, un certain nombre de cas, aussi bien en Ardèche qu'en métropole lyonnaise, qu'à Lille. Vous avez des problématiques de drogue, et de drogue dure. C'est plus uniquement des choses récréatives. Donc il y a quand même un système qui a totalement maillé le territoire national. Et aujourd'hui, je trouve ça une très bonne chose que ce soit l'intérieur avec Bruno Retailleau, la justice avec Gérald Darmanin, tout le monde se saisit de ce sujet-là. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est un coup de com', mais j'ai envie de dire, déjà, on en parle. Maintenant, il faut voir quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre sur le terrain. Et l'idée, c'est de titiller l'angélisme de la gauche en matière sécuritaire. C'est un peu ce que vous soupçonnez. Un peu, c'est un. Et je pense qu'il y a de ça derrière, de dire attention, mais là, il y a une vraie réalité concrète. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect récréatif du CBD, de l'aspect récréatif des différentes drogues, il y a un vrai sujet. Il y a des millions qui sont dépensés et qui dans cette économie-là. Il y a de la violence, il y a des morts. Donc aujourd'hui, comment la France peut se mettre sur ce terrain-là et peut mettre en place des actions concrètes pour pouvoir lutter contre ça? Et bien justement, le discours de politique générale, pour les minutes qui nous restent, on va essayer d'esquisser ce que François Bayrou pourrait dire tout à l'heure, puisqu'il abat ses cartes dans cette déclaration que l'on commentera évidemment demain matin sur le budget, en même temps que sur les retraites. Alors, y aura-t-il une suspension, un gel, une pause en matière de loi sur les retraites en particulier? On va essayer de voir ce qui pourrait peut-être, vous, ce que vous en attendez, ce qui pourrait distinguer la prestation de François Bayrou de celle de son prédécesseur, Michel Barnier. Maïeul Aldebert. Ça va être un discours très... c'est un exercice d'équilibriste. C'est vraiment... En fait, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que le nouveau Premier ministre s'acharne à séduire la partie socialiste, alors que, en fait, il n'en a pas vraiment besoin pour gouverner. C'est un remake du gouvernement Barnier. Ce qu'il veut juste, c'est montrer qu'il n'est pas sous la surveillance du Rassemblement national. Donc lui, on a l'impression que c'est un peu son objectif principal. Après, effectivement, il va devoir faire des concessions à droite, à gauche. Et je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir sur les questions plus clivantes, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire, parce qu'il est très attendu, notamment sur la fin de vie. Et là, vous avez des espoirs ou des craintes? Sur la fin de vie, François Bayrou, il s'est prononcé contre, mais assez timidement. Au sein même du MoDem, les députés, les membres du MoDem sont majoritairement pour le projet de loi qui avait été mis en place avant la dissolution. Lui, François Bayrou, c'est un catholique. Hein, il a toujours fait part de sa foi. Il s'est toujours prononcé contre ce projet de fin de vie, notamment lors de toutes ses campagnes présidentielles. Michel Barnier aussi, et pour autant, il n'a pas mis d'opposition majeure au projet de loi fin de vie.
Oui, tout à fait. Et François Bayrou aussi, d'ailleurs. Hein. Il s'était prononcé dans le Figaro en mai 2023, où il se positionnait contre le projet de loi pour l'application de la loi Leonetti, qui est mal appliquée aujourd'hui en France. Et pour autant, depuis, il ne s'est jamais prononcé sur ce projet de loi. Et d'ailleurs, son nouveau ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui est un député isérois, que j'ai côtoyé dans mon travail, lui, dans les conversations privées, il s'oppose aussi à ce projet de loi, mais il n'a jamais eu de position publique très, très ferme. Donc effectivement, il y a des craintes de ce point de vue-là. Il a dit que Bruno Retailleau a mis la fin de vie en balance du fait qu'il reste au gouvernement, et donc il serait resté au gouvernement uniquement parce que François Bayrou reculait sur la fin de vie. Je ne sais pas si les informations que le Figaro a rappelées. Loïs de Pamplonne. C'est toute la difficulté du jeu d'équilibriste que doit faire François Bayrou aujourd'hui. C'est d'un côté donner des gages à gauche, comme l'a très bien dit Mayol tout à l'heure, c'est une vraie volonté aujourd'hui du Premier ministre, mais en même temps donner des gages à gauche sur les retraites. La fin de vie, on le voit bien avec Yael Braun-Pivet et un certain nombre de Olivier Falorni qui donnent ça comme indicateur important aujourd'hui pour pouvoir se positionner et pouvoir faire des marqueurs de gauche au niveau du gouvernement. Et de l'autre côté, vous avez la droite avec Bruno Retailleau qui dit ça c'est un marqueur non négociable pour moi, pour un certain nombre de LR. Donc, là, mais c'est le seul au gouvernement à se positionner comme ça. Ils ne sont pas très nombreux non plus à droite. Ils ne sont pas très nombreux, mais aujourd'hui, Bruno Retailleau a pris quand même une ampleur au niveau de la droite qui fait que ce qu'il dit aujourd'hui, je ne pense pas que François Bayrou puisse se permettre de perdre son départ serait calamiteux. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est sûr qu'avec les 20 ans de la loi Leonetti-Claes cette année, il y a un vrai enjeu pour François Bayrou de se positionner en disant voilà, déjà, il faut faire appliquer cette loi. Et déjà, on voit qu'elle est absolument pas appliquée. On a à peine 20% de départements qui ont des unités de soins palliatifs. Donc là, il y a un vrai enjeu important. Maintenant, la réalité pourrait très bien que François Bayrou, pour garder sa droite, ne dise rien dans son discours de politique générale sur la fin de vie, et en même temps laisse la possibilité à des députés de faire, durant une niche parlementaire, une proposition de loi sur ce sujet-là. C'est malheureusement un des grands risques majeurs qu'on risque d'avoir en 2025. Sinon, est-ce qu'il y a une manière, une méthode, un geste Bayrou qui le différencierait, qui ferait la différence pour qu'il puisse durer dans son poste? Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de ce point de vue-là? Ce sera le mot de la fin, alors soignez-le. Pour éviter cette fatalité en quelque sorte de la censure qui semble peut-être s'être installée. Mayel Aldebert. Moi, je crois pas qu'ils tiennent en poste très longtemps. Pas de miracle pour Mayel Aldebert. Loïs de Pamplonne. Je suis malheureusement sur la même ligne que Mayol, et que là, les difficultés du système politique aujourd'hui font que ça va être très complexe pour lui. Je pense que le RN a usé sa première arme avec la motion de censure en décembre. Là, il attend patiemment qu'on puisse convoquer des nouvelles élections. Donc, bon. Réponse à 15h en tout cas avec ce discours de politique générale. Merci Mayel Aldebert, journaliste au Figaro. Loïs de Pamplonne, consultant en relations publiques. Merci à Pascal Gauthier et Paul Monconduit qui réalisaient cette matinale. Merci beaucoup Louis Dauphren. Et nos invités ont franchi la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est bon, on est arrivé au terme.